le journal de l'information. Les Émirats arabes unis pointés du doigt pour le rôle présumé dans la guerre au Soudan. Plusieurs ONG, experts onusiens et instances internationales accusent Abu Dhabi de soutenir militairement les forces de soutien rapide du général Hmiti. Mali, la junte accusée d'attenter au pluralisme politique. Malgré les tentatives d'intimidation, les mobilisations citoyennes des 3 et 4 mai révèlent une détermination croissante face à la dérive autoritaire du pouvoir militaire. La marche pour la liberté des prisonniers sahraouis reçoit le soutien des élus catalans. Le conseil municipal de Tarragone appelle à la libération des détenus politiques sahraouis et dénonce la complicité européenne dans l'occupation marocaine. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité africaine. Et avant de développer ces titres, c'est une visite d'État qui marque un tournant dans les relations algéro-omanaises. Le sultan de Oman, Haytham Ben Tariq, a achevé hier lundi une visite officielle de 2 jours en Algérie, accueillie avec les honneurs par le président Abdelmajid Tebboune. Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les liens politiques et économiques entre les deux pays, avec la signature de nombreux accords dans des secteurs clés: énergie, mines, agriculture, santé, pêche, éducation, justice et investissement. Un fonds d'investissement conjoint a notamment été acté. Le sultan s'est également recueilli au sanctuaire du martyr et a visité le musée du Moudjahid, une visite hautement symbolique qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre Alger et Mascate. Et on continue avec l'actualité, cette fois-ci au Soudan. Accusé d'alimenter l'une des guerres les plus sanglantes de la région, les Émirats arabes unis sont dans la ligne de mire de plusieurs instances internationales, ONG et experts de l'ONU. Leur soutien militaire présumé aux forces de soutien rapide du général Hmiti, engagé contre l'armée régulière soudanaise, suscite de vives inquiétudes au cœur du conflit, un appui émirati de plus en plus difficile à ignorer selon les rapports internationaux. Rania et Tracy les détails. Depuis plusieurs mois, les Émirats arabes unis sont soupçonnés de jouer un rôle central dans le brasier soudanais, en fournissant armes et équipements aux milices des forces de soutien rapide. Plusieurs rapports d'ONG internationales et d'experts des Nations unies affirment que des cargaisons d'armes en provenance des Émirats ont été livrées aux forces de soutien rapide, en violation directe de l'embargo onusien sur les armes imposées au Soudan. Les témoignages s'accumulent: massacres ciblés de civils, viols systématiques, déplacements forcés, une politique de terre brûlée dénoncée par de nombreuses organisations humanitaires comme un nettoyage ethnique en cours. Mohamed Hassab Rassoul, politologue soudanais. Il y a 150 documents présentés par le ministère soudanais de la Justice, ainsi que le gouvernement soudanais à la Cour internationale de justice, prouvant le soutien des Émirats arabes unis à cette milice des forces de soutien rapide en armes, en argent et en équipement. Ce soutien a permis à la milice des FSR de commettre tous ces massacres. Les Émirats arabes unis sont un partenaire et un sponsor essentiel de cette guerre et de cette milice. Ce soutien présumé ne serait pas uniquement militaire. Pour de nombreux analystes, il s'inscrit dans une stratégie d'influence plus large menée par les Émirats dans la Corne de l'Afrique et au Sahel. Une région où rivalité, ressources et routes commerciales se croisent dans une géopolitique brutale. Et au Mali, les mobilisations du 3 et 4 mai ont été un succès malgré l'acharnement du pouvoir militaire à les interdire en recrutant des nervis, des perturbateurs qu'il a envoyés pour chahuter les meetings de l'opposition qui dénoncent la volonté manifeste de la junte d'attenter à l'un des fondements de la constitution malienne. Le pluralisme politique et la mobilisation citoyenne a démontré que la peur a changé de camp. Et là, les partis politiques et la société civile comptent intensifier la lutte pour le respect de l'état du droit menacé par la junte. Younes Diama. Malgré les tentatives d'intimidation du pouvoir militaire, les forces politiques maliennes, alertées par le projet de loi relative à la relecture de la charte des partis politiques synonyme de dissolution, ont tenu à dénoncer cette forfaiture en organisant 2 meetings. L'effet dissuasif voulu par la junte et ses turiféraires n'a pas eu lieu et la mobilisation a été massive, se félicite Ibrahima Tamega, chargé de communication du parti La Convergence, signataire du manifeste des jeunes leaders du Mali pour la défense de la démocratie. La mobilisation d'une grande partie, de la grande majorité du peuple malien ces dernières semaines ont montré jusqu'où le peuple malien tient à la démocratie, ont montré jusqu'où le peuple malien en a assez de cette forme de prise en otage des institutions de la République par ceux qui ont fait le coup d'État août 2020 et qui, par tous les moyens, veulent se maintenir au pouvoir. Les jeunes leaders politiques maliens sont en première ligne pour dire non aux militaires putschistes.
socialiste. Cette jeunesse consciente de son rôle, cette jeunesse qui sait que l'avenir du Mali, c'est elle. Cette jeunesse qui est prête à jouer sa partition, à jurer qu'elle ne peut pas rester spectateur face à la prise en otage des institutions de la République par une clique militaire. Les partis politiques maliens menacés de dissolution sont déterminés à se battre pour non seulement leur survie, mais aussi la survie du pluralisme politique malien consacré par la Constitution de 1992. Sahara occidentale, à présent, la marche pour la liberté des prisonniers politiques sahraouis poursuit son itinéraire en Espagne, arrivé hier dans la municipalité de Tarragone, 4e étape de ce périple après plusieurs haltes organisées en France depuis son lancement le 30 mars dernier. Le conseil municipal, représenté entre autres par le maire de la cité catalane Ruben Vinualez et de plusieurs élus locaux, a exprimé son soutien clair aux revendications de la marche, appelant à la libération immédiate des détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines. Dans ce cadre, le responsable de la communication de l'initiative Marche pour la liberté, Mohamed Ibrahim Ali, rappelle que ces revendications s'appuient sur des résolutions et recommandations onusiennes. Il évoque également la poursuite des appels dénonçant la responsabilité de l'Espagne ainsi que d'autres pays européens dans leur soutien à l'occupation marocaine illégale. On l'écoute, il répond plutôt à Fouzimret. Ces revendications s'appuient sur des résolutions et recommandations de la Commission des Nations Unies contre la torture ainsi que sur l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Ces deux mécanismes onusiens ont étudié cette question sous plusieurs angles et sont parvenus à une conclusion commune: la détention de ces prisonniers dans les prisons marocaines est illégale. De telles pratiques constituent, selon les organisateurs, une violation grave de la 4e Convention de Genève qui stipule l'interdiction de transférer des civils en dehors de leur territoire occupé. La marche se poursuivra dans d'autres villes avec pour objectif de mettre en lumière la situation des droits humains au Sahara occidental, d'interpeller l'Espagne ainsi que la responsabilité des pays européens qui soutiennent malheureusement le Maroc, non seulement dans ses violations, mais aussi dans ses actes répressifs à l'encontre des militants et des civils sahraouis. Et à un peu plus de 4000 km de là, les travaux de la 83e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples se poursuivent jusqu'au 20 mai au Centre international de conférence Sir Daouda Kairaba Jawara de Koloki, ou plutôt de Kololi en Gambie. Dans son intervention, la représentante du Centre pour les droits de l'homme de l'Université de Pretoria, l'avocate spécialisée en droits humains Chanel van der Linde, a appelé à l'ouverture d'une enquête sur les violations des droits humains commises par le Maroc dans les territoires occupés du Sahara occidental. La militante sud-africaine des droits humains exprimait son plein soutien à l'appel de la République sahraoui, demandant à la Commission africaine d'intervenir pour mettre un terme à la dégradation croissante de la situation des droits humains dans le Sahara occidental occupé. Je vous propose de l'écouter. Le centre demande également à la Commission de reprendre immédiatement sa mission d'enquête bloquée par les forces d'occupation marocaines depuis 2013. Nous réitérons notre appel à ce que cette commission agisse rapidement pour empêcher de nouvelles violations et pour veiller à ce que le peuple sahraoui puisse exercer ses droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression, la liberté de la presse et le droit à l'autodétermination. Et puis, on parle de santé cette fois-ci, et ce mardi 6 mai 2025 marque la journée mondiale de l'asthme, placée sous le thème « Rendre les traitements inhalés accessibles à tous ». L'initiative portée par la GINA et soutenue par le Forum des sociétés respiratoires internationales alerte sur les inégalités d'accès aux traitements, notamment en Afrique où surviennent 96% des décès liés à l'asthme. Qu'en est-il donc en Algérie? Nous avions posé la question à la professeure Samiat Alert Mahi, pneumophysiologue. Voici sa réponse. Actuellement, en Algérie, les schémas applicables pour la prise en charge de l'asthme, aussi bien au long cours qu'au cours des exacerbations, sont ceux qui sont recommandés à l'échelle internationale, d'autant plus que les médicaments nécessaires à la prise en charge de cette maladie sont disponibles. Les défis que nous avons d'améliorer la qualité de la prise en charge de nos patients en développant la formation des personnels de santé, améliorer également la prise en charge grâce à l'éducation thérapeutique de tous les personnels de santé, aussi bien le médecin, les infirmiers que le pharmacien.
Et place à l'économie et face à l'urbanisation croissante, plusieurs pays africains misent sur un modèle audacieux. Les villes start-up, pensées comme des hubs technologiques et économiques, elles visent à capter les investissements, encourager l'entrepreneuriat et répondre aux attentes d'une classe moyenne africaine en pleine expansion. Samuel Akizimana. Du Kenya avec Konza Technopolis, à l'île Maurice avec sa Cybercity, en passant par la Zambie ou le Nigeria, ces écosystèmes urbains promettent innovation et développement. Pourtant, selon un rapport du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, leur succès dépend de leur capacité à intégrer les populations locales et à éviter une croissance inégalitaire centrée sur seule élite technologique. Si elles sont bien pensées, les villes start-up peuvent devenir des moteurs de transformation économique, nous dit Mafoud Krobi, expert en économie. Si le secteur des services veut être au diapason du développement, il doit passer par l'innovation et donc par l'intelligence artificielle. Mais maintenant, cela dépend du degré d'ouverture de ces secteurs vers l'international et sa capacité de se remettre en cause. Vous avez donné l'exemple du Kenya qui a fait des performances extraordinaires suite à des logiques de privatisation et d'ouverture à l'international qui ont permis de hisser l'environnement à un niveau développé. Mais se poursuit-il, porteur d'emplois et d'opportunités, l'Afrique doit veiller à ce que ces nouvelles cités restent inclusives, durables et ancrées dans les réalités sociales du continent. Et l'actualité se poursuit toujours, cette fois-ci en bref, et c'est à vous, Moïse Self. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Nigeria. Le pays modernise sa politique migratoire. Dès le 15 mai, le pays supprimera le visé à l'arrivée pour les voyageurs. Cette mesure accompagne le déploiement du nouveau système de e-visa et des cartes électroniques d'entrée et de sortie lancé le 1er mai. RDC. La localité de Louniasengue, près du lac Édouard, est tombée aux mains du M23 vendredi dernier, selon des sources locales. Les forces armées congolaises dénoncent une violation délibérée du cessez-le-feu par cette coalition armée. L'armée prévient qu'elle se réserve le droit de riposter si la menace du M23 et des RDF persiste. Angola. Le ministère de l'Industrie et du Commerce en Angola a suspendu des licences d'importation pour la farine de blé, la farine de maïs et les huiles de tournesol. Cette initiative a pour but de stimuler la production locale. Elle vise également à accroître l'offre sur le marché intérieur et à favoriser les exportations. De la culture, le mois de mai est un moment particulier pour l'Afrique. Entre la célébration du patrimoine et la Journée mondiale de l'Afrique, c'est une occasion idéale de mettre en lumière l'art africain, reflétant, ou plutôt reflet vivant de notre histoire, de notre culture et de notre identité collective. Avec Mouzawar Al-Hayani. En ce mois de mai, le continent africain s'anime autour de l'art sous toutes ses formes. Du 18 avril au 18 mai, le mois du patrimoine nous rappelle l'importance de préserver nos traditions tout en célébrant la richesse de la créativité contemporaine. L'art africain, qu'il soit visuel, musical ou cinématographique, raconte des histoires de liberté et de diversité tout en marquant l'évolution de notre société. Les musées, les galeries et les événements culturels à travers le continent nous offrent l'opportunité de redécouvrir nos racines et de valoriser nos artistes. Chaque œuvre devient un témoin de notre héritage. L'art est un langage universel qui relie les peuples et transcende les frontières. Parmi ceux qui œuvrent à faire vivre ce patrimoine, certains voix appellent à une mobilisation plus large et plus sincère. C'est le cas de Madame Wiza Galez, spécialiste du patrimoine, qui lance cet appel. Surtout les initiatives patrimoniales africaines et les échanges entre pays. C'est ainsi qu'il y a eu les PANAF, il y a eu les semaines culturelles, toutes les activités qui ont permis aux pays africains de se rencontrer, travailler ensemble. Nous souhaitons sincèrement que ce genre d'activités se multiplient. Nous souhaitons aussi, tous les acteurs du patrimoine, d'être actifs, de garder le patrimoine dans leur cœur. À l'approche de la Journée mondiale de l'Afrique, rappelons-nous que l'art est un outil puissant pour affirmer notre identité et renforcer les liens qui unissent les nations africaines. Ce mois de mai est l'occasion de célébrer non seulement notre passé, mais aussi l'avenir que nous bâtissons à travers notre patrimoine artistique. Et place maintenant à l'agenda culturel, cette fenêtre ouverte sur la richesse artistique du continent, et c'est à vous Raja Dignes. Africulture, l'agenda culturel. Ouagadougou vibre au rythme du cinéma africain. Dès aujourd'hui, une semaine spéciale FESPACO hors saison propose projections, ateliers et rencontres pour célébrer les jeunes talents du 7e art continental. À Saint-Louis du Sénégal, place au jazz. Le mythique Festival international du jazz revient du 9 au 12 mai. Concerts, jam sessions et ambiance afro-jazz au cœur de la vieille ville. Lago célèbre le livre africain. Du 7 au 11 mai, la Foire internationale du livre réunit auteurs, éditeurs et lecteurs. Cette année, cap sur les jeunes plumes et l'édition indépendante.
Et à Nairobi, on parle patrimoine. Jusqu'au 9 mai, l'UNESCO organise une conférence panafricaine sur la sauvegarde de l'authenticité culturelle face aux défis contemporains. Et on termine avec du cyclisme. L'édition 2025 de la Coupe d'Algérie junior et senior de cyclisme sur toute aura lieu vendredi et samedi prochain au niveau du 5e boulevard périphérique d'Oron, à l'ouest de l'Algérie. Cette compétition verra la participation de 108 cyclistes des catégories junior et senior issus de 16 clubs du pays. Voilà, c'est ainsi que nous refermons les pages de ce journal et de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez informés, restez engagés. Un grand merci à Hassiba Djebloun, à Abdelrahman Ben Saïd et Ahlem. Salama, je vous retrouve dans moins d'une heure pour le round-up de l'information. Restez branchés. Je vous laisse à présent avec la météo de l'Afrique présentée par Adiera Sogodoko.